Bonsoir, vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi. Comme tous les derniers vendredis du mois, les féministes révolutionnaires vous parlent de lutte féministe. Les féministes révolutionnaires sont un collectif créé en 2016 suite aux mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte où on articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination sont systémiques et structurels et que notre lutte doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie un journal, on organise des moments d'échange et de formation, on participe à de nombreuses manifestations et on soutient toutes les luttes des travailleurs et travailleuses. Je suis Margot et je vais co-animer cette émission avec Gwen. Bonsoir. On a le plaisir de recevoir Lisa, AED dans un collège en REP à Paris. Bonsoir. Et Lisa, AED dans un lycée à La Courneuve. Bonsoir. Alors, pour un peu de contexte, donc aujourd'hui dans l'éducation nationale, 1 personne sur 4 est contractuelle. Assistant et assistante d'éducation, accompagnant d'élèves en situation de handicap, assistante pédagogique, enseignante administratif et contractuel, agent d'entretien, etc. Ça signifie qu'ils et elles n'ont pas les mêmes droits que les autres fonctionnaires et ont des conditions de travail précaires. Ils sont en majorité à temps partiel, ce qui pèse sur leur rémunération fixée au SMIC. En France, les agents contractuels non enseignants, donc tous métiers confondus, percevaient en moyenne 958 € net mensuels. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les luttes des assistants et assistantes d'éducation, qu'on appelle aussi AED ou PION. Comme les autres secteurs du travail reproductif, il est composé à 60% de femmes. Les AED ont pour principale mission l'encadrement des élèves dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les internats. Concrètement, ils et elles garantissent la sécurité des élèves, le respect du règlement, surveillent les études et permanences, les locaux, les récréations, gèrent l'assiduité des élèves, le contact avec les familles en cas d'absence. Les AED participent aussi aux activités éducatives, sportives, sociales et culturelles, ainsi qu'à l'aide aux devoirs et à l'accueil et l'intégration des élèves handicapés. Certains et certaines AED ont des missions spécifiques, comme les assistants et assistantes pédagogiques, AP, qui assistent et secondent les enseignants auprès des élèves en difficulté, ou encore les assistants de prévention et de sécurité, APS, qui ont en charge la prévention de la violence scolaire. On a assisté cette dernière année à une forte mobilisation des AED pour défendre leurs droits et plus récemment à des grèves en décembre, en janvier et le 22 mars. En effet, les contrats offrent très peu de protection collective. Bas salaire, temps incomplet à imposer, pression sur les renouvellements de contrats. Ces contrats qui offrent peu de garanties créent de la précarité. Sur le terrain, cette situation se traduit par le non-respect des missions des AED, une quasi-absence de formation, des abus d'autorité de la part du ou de la chef ou des CPE, la non-reconnaissance du rôle pédagogique et éducatif du travail, l'absence de fiches de poste précises, avec pour conséquence la multiplication des tâches demandées qui peuvent être assez éloignées des missions. Il y a aussi un énorme turnover. Beaucoup d'AED ne sont pas renouvelés, souvent pour fait de grève par exemple. De manière générale, c'est pas reconnu comme un vrai métier. Par exemple, on ne peut pas être AED pour plus de 6 ans. En plus de revendications comme la titularisation ou l'augmentation des salaires, cette grève pose la question du type d'école qu'on souhaite pour nos enfants. Les AED ont un rôle central dans le collège car ils et elles sont les plus proches des élèves. Or, par manque de moyens et d'effectifs, ils ne sont plus en mesure d'assurer ce rôle d'éducateur et d'accompagnement psychologique des élèves. Pour commencer, peut-être une question un peu simple, mais est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est d'être AED, quelles sont les différentes missions que vous avez et les compétences que ça requiert? Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence entre les missions qui sont précisées sur la fiche de poste et puis vous, ce que vous faites réellement? Je sais pas qui veut commencer, Lisa ou Lisa du coup. Je veux bien juste commencer à faire un peu vaguement. Après, vous avez déjà bien dit concrètement, vous avez déjà fait un peu une introduction à notre rôle, c'est-à-dire prendre en charge en fait les élèves à chaque fois qu'ils sont pas pris en charge par les professeurs. On est un peu dans tout ce qui est en dehors des cours. Ça veut dire donc, comme vous l'avez dit, à l'entrée, la sortie, les intercours, la pause à la cantine, ou les heures où en fait ils sont pas dans la salle de classe. Donc on part du point de vue que les enfants ne doivent pas ou ne sont pas tout seuls et qu'ils doivent toujours être sous la surveillance ou la référence d'un adulte, quoi. C'est une conception assez un peu déresponsabilisante et qui montre un peu aussi l'idée qu'on a de l'éducation aussi en France et qui est pas forcément la même partout. Et je sais que dans d'autres pays, par exemple,
C'est des rôles qui sont effectués par les professeurs, par exemple, ou par les secrétaires. Mais voilà. Donc là, c'est un peu ce qui nous donne aussi une relation privilégiée avec les élèves, mais c'est tous, quand ils sont pas avec les profs, ils sont avec nous, quoi. Et sur la fiche de poste, ce qui doit être, ce qui est en premier, l'accent est mis sur veiller à la sécurité des élèves en priorité. C'est ça qui est, de manière un peu grosso modo, c'est ça qui est dit, quoi. On doit être dans les couloirs, gérer les flux des élèves, régler les présences, tout ce qui est un peu... c'est pas mal de logistique aussi, quoi. Voilà. Je sais pas... Lisa, tu peux peut-être aussi en dire un peu plus, mais sur grosso modo, c'est un peu ça. Je pense que tu as dit, que entre l'intro et ce que tu viens de dire, il y a eu pas mal la plupart des choses qui ont été dites. Après, moi, j'ai travaillé en internat aussi, du coup, on avait aussi des missions de vie quotidienne. Et globalement, on faisait le taf de l'infirmière et de l'assistante sociale quand il n'y en avait pas. Ça, c'était... c'est déjà le cas, en fait, en externat, mais je pense que c'est encore plus marqué en internat. Où, clairement... dans le 93 où il y a 35% des postes d'infirmières qui ne sont pas pourvus en ce moment, qu'il y a plein d'établissements où il n'y a pas d'assistante sociale et des assistantes sociales qui sont pas remplacées quand elles sont en congé maternité par exemple, on se retrouve vraiment à faire ce travail-là qui est complètement invisibilisé et jamais reconnu. Et de manière générale aussi, il y a un peu... sur la fiche de poste, c'est de manière très claire gérer la sécurité des élèves avec l'entrée, la sortie, les cantines, les couloirs, etc. Mais de manière générale, c'est comme toi tu le dis, c'est gérer tout ce qui est l'imprévu, quoi. On est un peu sur de fait quand il n'y a pas de postes qui sont pourvus assez clairs comme l'infirmière, les CPE, les profs, etc. Mais aussi là j'ai même pas d'exemple très clair en tête, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu d'inattendu, d'imprévu, etc. C'est toujours nous qui sommes un peu les premières lignes de gérer ce qui n'est juste pas prévu, quoi. Et ce qui a très bien pu se voir sur la gestion du Covid, quoi. Ce qu'on pourra en revenir après, mais c'est toujours des choses où quand il y a quelqu'un qui arrive au collège, au lycée, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quoi. C'est un peu toujours nous qui sommes là à gérer ce qui n'est pas gérable des fois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez toutes les deux travaillé dans des conditions un peu différentes. Donc, toi, Lisa, qui est avec nous au téléphone, donc tu travailles dans un collège de REP à Ménilmontant, et Lisa qui est avec nous en présentiel. Donc, en ce moment, tu es happée dans un lycée à la Courneuve, mais avant, tu travaillais en internat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différences Vas-y, Lisa. Du coup, là, je suis AP, donc c'est assez tranquille par rapport à AED. Je pense que comme j'ai fait AED avant, vraiment, c'est le même statut, le même salaire, mais en gros, mon taf, il consiste globalement à accueillir. En plus, je suis dans un lycée, donc c'est ce qui fait aussi que c'est tranquille. À accueillir, j'ai une salle et il y a des élèves qui viennent sur la base du volontariat pour avoir de l'aide sur leurs devoirs et travailler. Du coup, c'est plutôt tranquille. Et avant, oui, j'ai fait 2 ans, dans un collège REP à Pierrefitte, dans le 93, et j'ai travaillé surtout en internat. Là, ce que je disais avant, on gère beaucoup la vie quotidienne. En fait, on se retrouve vraiment à faire une multitude de tâches et souvent sous-effectif parce qu'il n'y a pas grand monde en fait de l'administration. Il n'y a pas grand monde d'autres, il n'y a personne d'autre la nuit en fait. Globalement, je me suis retrouvée à faire des devis pour des commandes, à organiser des sorties scolaires qui étaient finalement annulées au dernier moment, à faire du lien avec les familles, à chercher des logements pour des élèves sans logement, à accompagner des élèves dans des associations parce que c'était la galère chez eux, mais tout un tas de choses en fait qui sont pas du tout dans mes missions et qui sortent de la soirée type. Et après, j'ai travaillé en lycée aussi pendant 1 an, du coup en internat en lycée, donc où c'était à peu près la même chose. Et là, je vois vraiment la différence avec mon travail où juste le fait que ça soit étiqueté pédagogique. Déjà, c'est beaucoup plus valorisé. Je me sens, on me parle beaucoup mieux en fait au sein de l'établissement. On me donne pas des ordres. Juste le fait d'avoir une tâche qui est moins
vu comme une tâche, comme du sale boulot, en fait, ça modifie complètement la perception, le vécu du travail et mes relations avec les autres personnes, les autres personnes de l'établissement. Et pour le coup, nous, on n'a pas d'AP, mais c'était une question que j'avais pour toi, pour Louisa. Est-ce que tu es amenée à faire, quand par exemple, il y a des AED qui sont pas là, qui sont en sous-effectif, est-ce que toi, tu viens des fois soutenir la vie scolaire un peu classique, où on ne demande pas forcément, on ne demande pas de faire ce genre de choses et tu peux rester un peu dans justement ce travail pédagogique? Du coup, je sais qu'il y a des établissements où c'est le cas, où on demande aux AED de faire les grilles et tout, aux AP, pardon, de faire les grilles et tout, mais moi, dans mon établissement, dans mon lycée, c'est vraiment, pour le coup, on a une équipe hyper militante, les 3 AP, on est hyper militants et on a tout de suite, dès le début, dit qu'en fait, on se cantonnait, qu'on ferait pas des tâches qui n'étaient pas dans notre contrat. Et après, c'est pas l'idée de pas aider, etc. Clairement, ça arrive que je prenne des élèves qui sont exclus, par exemple, dans ma salle, alors que je suis pas du tout censée le faire. Mais juste, j'ai pas envie que ça devienne la norme, en fait, de faire ça. Et peut-être pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous nous parliez que vous devez vous adapter des fois aux besoins et aux demandes un peu imprévues qu'on vous pose. Avec la crise du Covid, comment est-ce que ça a impacté tout ça? Est-ce que il y a eu des multiplications de tâches, justement des demandes spécifiques qui vous ont mis dans des situations un peu inhabituelles, quoi? Et est-ce que aussi, qu'est-ce qui a été mis en place pour vous protéger aussi en tant qu'AED, vous y étiez en première ligne? Vas-y, si tu veux, commence. Alors, je ne sais pas comment toi ça a pu être de ton côté pendant les premiers confinements, mais nous, ça n'avait pas été un moment où ils nous avaient demandé de faire beaucoup de travail. Je sais que le premier confinement, c'était plutôt genre ne nous demandez pas quoi faire, juste n'existez pas, et ça, c'était plutôt pratique. Mais le deuxième, on était plutôt dans quelque chose où il fallait qu'on appelle les enfants au téléphone. On était confinés, mais il fallait qu'on les suive. Et ça, c'était un travail pas très très contraignant et plutôt agréable pour rester en lien avec les enfants. Après, par contre, sur le terrain, quand c'était pas le confinement, c'était vraiment du travail de logistique constant et vraiment un peu absurde, où c'était le côté véritablement le moins agréable de notre travail, qui était la gestion des flux, où il fallait que il fallait pas que les enfants se mélangent, que ce soit dans les couloirs, à la cantine, dans les classes, etc. Il fallait toujours qu'on bricole avec ce qui était là de manière très concrète. Par exemple, on a une seule salle de permanence, une seule salle d'études, et très souvent les élèves sont amenés à se mélanger entre les classes. Ou le CDI, c'est la même chose, c'est des endroits qui sont assez importants dans le collège. Et là, ils n'étaient pas censés se mélanger, et bon, c'était évidemment impossible. Donc en fait, il y avait tout plein de détails comme ça qui étaient juste pas gérables, surtout dans une école. Je sais, à Paris aussi, les établissements sont extrêmement étroits et il n'y a pas de place, donc c'était vraiment impossible de mettre en place le protocole qui était demandé, sachant qu'en plus ça changeait tout le temps. Donc on était aussi en première ligne de ce genre d'acrobatie par rapport à ce qu'il fallait gérer. Et puis là, tout dernièrement, par exemple, je sais que nous, dans notre collège, ça avait été la crise en janvier, où ça a été vraiment, vu que ça a été délégué un peu justement aux vies scolaires, la gestion des absences, et on était vraiment la hotline Covid de tout le collège, où les parents appelaient tout le temps et toutes les 5 minutes, où on avait des parents désœuvrés au téléphone qui savaient pas quoi faire de leurs 3 enfants, un qui était à l'école primaire, un qui était au collège, et il fallait qu'on gère si les parents, toute la famille vaccinée, l'enfant vacciné, et il fallait juste qu'on gère des choses que nous, on n'était pas du tout en mesure de faire, quoi. Tout en sachant très souvent que l'infirmier n'était pas là, et qu'en fait, on était juste l'infirmerie du collège, au-delà du fait qu'il fallait gérer les enfants qui étaient covidés et pas covidés. De manière générale, ça a été vraiment... ça a aussi ça a révélé aussi tous les aspects un peu les moins intéressants de notre travail aussi, quoi. Qui était plus de la gestion un peu de crise et de logistique pas très drôle, quoi. Je sais pas comment ça a été pour toi, mais ouais.
Comme toi, le premier confinement, c'était plutôt tranquille. J'ai appelé quelques familles, mais ça restait vraiment... Enfin, ça a été. Et après, quand je suis passée du coup, j'étais en lycée l'année scolaire dernière. Et là, déjà, il y a eu le fait que les élèves de l'internat, ils avaient plus le droit en fait de sortir de leur chambre le soir. Donc on n'avait plus d'activités communes, etc. Ils étaient juste bloqués dans leur chambre toute la soirée, à part pour aller manger. Et du coup, c'était un climat assez stressant pour les élèves, donc il y avait beaucoup de crises d'angoisse. Enfin, ça a été assez compliqué à gérer. Moi, clairement, j'avais un peu l'impression d'être juste assise dans un couloir à faire. Enfin, c'était pendant toute la soirée, donc c'était un peu dur, pas très intéressant comme travail. Et après, il y a eu la fermeture des établissements, du coup, en avril de l'année dernière, où avec des collègues, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse partie de nos... Enfin, non, pas une grosse partie, j'exagère, mais quand même un nombre conséquent d'élèves qui, en fait, n'avaient pas de logement le week-end et pendant les vacances scolaires. Et du coup, quand Macron a annoncé la fermeture des établissements, en fait, il y a plein d'élèves qui sont venus nous voir en nous disant on est en galère de logement, on ne sait pas où on va dormir pendant un mois. Et quand nous, on a fait remonter les noms au CPE, ce qui s'est passé, c'est que le CPE a dit aux élèves qui... Enfin, en gros, dans mon lycée, il y avait des élèves qui n'étaient pas de ce lycée-là. Enfin, on avait des élèves de plein de lycées différents. Que lui, c'était pas son travail de s'occuper des élèves qui n'étaient pas de notre lycée et qui pouvaient rien faire. Et qu'il fallait qu'ils aillent voir les assistantes sociales de leurs établissements. Et du coup, les élèves se sont juste retrouvés sans rien parce qu'il y avait plein d'établissements sans assistantes sociales. Et du coup, on a dû faire appel à des réseaux de solidarité. Enfin, juste les AED, on s'est retrouvés à gérer... les logements pendant un mois d'élèves, des récup de nourriture, il y avait aussi Parcoursup en même temps, donc à faire les candidatures, les oraux de bac. Et ça n'a pas du tout été pris en charge par l'institution. Et ce qui a fait que jusqu'à la fin de l'année, en fait, moi, les week-ends, il y avait des élèves qui m'appelaient parfois pour me dire je suis sans logement. Enfin, parfois, le samedi à 22h, j'avais des élèves qui m'appelaient pendant que j'étais en soirée. C'était assez dur à gérer. Et en fait, c'est des choses où on n'en a jamais parlé en équipe ou quoi. Enfin, les CPE, on n'en a jamais reparlé. On va faire une pause musicale et on vous retrouve dans 3 minutes. Ça va, ouais. I do what I want, I do what I like. I know what face, I no fear nobody. Point and kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and kill, you can't stop me, oh, you can't stop me. C'était Point and Kill de Little Sims. Vous êtes toujours sur Radio FFP et 106.3 dans l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires pour une émission spéciale AED. Alors, les secteurs du travail reproductif, c'est-à-dire tout ce qui concerne le soin, l'éducation, l'accompagnement des enfants, le nettoyage, etc. À la maison, il est invisibilisé et non rémunéré, et dans le salariat, il est mal payé et déconsidéré. Ce travail, il est attribué en majorité aux femmes, qui représentent 60% des AED. Est-ce que cette division genrée du travail et les mauvaises conditions qui en découlent, c'est quelque chose qui vous affecte en tant qu'AED et que vous prenez en compte dans vos revendications ? Peut-être que Lisa, qui est en présentiel avec nous, tu peux nous répondre, sachant que tu es toi-même en train d'écrire un mémoire en études de genre là-dessus. Oui, du coup, moi, ce que j'ai constaté déjà dans mon expérience en fait de travail, surtout en internat, c'est que clairement, mes collègues hommes cis, ils faisaient clairement leur travail. Pour la plupart, il n'y a pas de souci. Mais juste, ils faisaient leur travail, leur grille de poste, point, la surveillance, point. On me demande de faire de l'aide-aux-devoirs, j'ai fait de l'aide-aux-devoirs, mais jusqu'à l'heure où c'est l'heure de l'aide-aux-devoirs. Et voilà. Mais par contre, la prise en charge de tout ce qui était annexe et imprévu, et en fait de tout ce qui était, tout ce qui avait un coût en fait aussi d'un point de vue émotionnel, de fatigue, etc. C'était clairement la plupart du temps, la grande majorité du temps, les femmes AED qui le prenaient en charge. En tout cas moi où j'ai travaillé, sachant qu'en plus moi j'ai quand même passé 3 ans où on a juste déconsidéré tout mon travail et tout ce que je pouvais dire. Donc par exemple si j'allais voir le CPE en lui disant qu'il y avait un problème, que j'avais parlé avec une élève et qu'elle avait l'air très mal et qu'il fallait faire quelque chose vis-à-vis de sa situation, on me disait que je prenais pas assez de distance et que c'était pas si grave et que en gros j'avais un rapport trop émotionnel à mon travail.
Par contre, quand j'y allais avec un collègue masculin, là, en fait, c'était pris en compte parce que c'était lui qui le signalait. Donc ça a été un peu un truc de ouf quand même comme expérience, parce que en fait tu passes ton temps à faire des choses qui sont pas du tout reconnues, qui vont jamais être c'est comme si ce travail n'existait pas, mais il est fait, il est nulle part dans les grilles de poste, il est nulle part on n'en parle jamais, mais juste s'il est pas fait, ça se passe pas bien. Et il n'est pas rémunéré. Je sais pas combien d'heures en fait j'ai fait à chercher des informations pour des élèves, à chercher des logements. Genre le soir en internat, on n'est pas payé la nuit. Pardon, désolée, j'ai mal à la gorge. On n'est pas payé la nuit et on n'est payé que 3 heures par nuit en fait, en supposant qu'on dort. Et on n'est pas payé en heures de nuit non plus. Et le nombre de fois où il faut attendre les pompiers, où il faut rester avec des élèves qui font des crises d'angoisse, qui sont malades, ça c'est quand même globalement des femmes qui le font la plupart du temps. Du coup, désolée, je suis pas hyper claire, mais c'est très clair. Ok. Est-ce que Lisa, qui est avec nous au téléphone, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, je pense que de fait, c'est assez représentatif des discours aussi qu'on peut entendre de la part de nos supérieurs. Vraiment, le fait de dire vous prenez ça trop à cœur, ou vous n'avez pas assez de distance avec ce qui se passe, ou il se passe des fois des choses par rapport aux supérieurs, de faire remonter des situations qui sont notamment sur des situations sur des enfants, je pense des situations préoccupantes avec des élèves, notamment des filles, et que généralement on se revoit un peu dire tu vois le mal partout, voilà. C'est des choses où on nous reproche aussi de trop voir un peu les questions structurelles, sociétales au cœur du collège de manière concrète, et qu'en fait des fois parfois on nous le reproche un peu trop, comme si on voulait lire ce qu'on a envie de lire parce qu'on est entre guillemets féministe, mais qu'en fait ça n'existe pas, mais que voilà, ça devient un peu une excuse des fois. Et de manière aussi un peu plus globale et un peu, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'AED femmes qui sont beaucoup des mères célibataires. Il y a un peu moins avant, ce qui était le cas de beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Maintenant, il y a aussi beaucoup de mères célibataires en reprofessionnalisation, en reprise de travail après une grossesse et une garde d'enfants, etc. Donc il y a aussi, ça joue aussi beaucoup là-dedans, quoi. Donc on l'a dit au début, il y a eu des grèves, des mobilisations en décembre et en janvier de cette année-là. Vous venez un peu nous décrire les conditions de travail qui sont vraiment pas simples. Vous êtes contractuel, donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos revendications, et du coup, je sais pas, est-ce que ce que tu viens de nous raconter, est-ce que tout ce côté lien aux luttes féministes aussi, est-ce que ça fait partie de vos revendications? Je sais pas comment, qu'est-ce que vous demandez, en tout cas, qu'est-ce que vous avez porté dans ces mobilisations? Je sais pas si Lisa présentielle ou Lisa au téléphone, laquelle des deux veut répondre en premier? Lisa, je te laisse la première. Du coup, moi, j'avais pas trop participé aux grèves parce que le fait d'être en internat, c'était un peu compliqué. Et pendant les retraites, quand il y a eu le début de vie scolaire en colère, il y avait pas trop de transport et ça se jouait beaucoup sur Paris. Du coup, on avait fait un peu des AG sur le 93, mais c'était pas facile d'aller sur Paris et à chaque fois pour les AG. Je pense que là, on a... par rapport aux revendications, du coup, il y avait quand même pas mal la question du temps de travail, parce que quand même, un temps plein à AED, c'est 41 heures par semaine, donc c'est énorme, sachant que c'est un travail où, comme on l'a dit, les conditions de taf, elles sont pas faciles. Limite, c'est dangereux, en fait, de mettre des adultes 41 heures par semaine à gérer des enfants dans des conditions comme ça, et en sous-effectif, souvent. Il y a la question du statut. Donc, clairement, là, on a gagné, entre guillemets, la CDIsation, mais on sait très bien que des personnes CDIsées qui vont travailler qu'à 41 heures par semaine pour un salaire de misère, franchement, ça marche pas, en fait, et ça va être clairement beaucoup de femmes qui vont... s'il y a 60% actuellement, je pense que ça va faire augmenter pour les personnes qui vont être CDIsées la part des femmes.
Et il y a la question du salaire, parce que un SMIC pour 41 heures par semaine, c'est quand même pas grand-chose. Sachant qu'en REP, par exemple, les AED, ils avaient même pas la prime REP. Là, ça a été le Conseil d'État a ordonné à l'État de verser la prime REP aux AED dans les 6 mois. Donc c'est une petite victoire, c'est cool. Et du coup, oui, il y a l'idée d'une titularisation du coup avec un statut d'éducateur, éducatrice scolaire qui a pas mal émergé de collectifs et aussi de syndicats de l'éducation. Je sais pas si tu veux en parler, Lisa. De fait, et ça a été un peu après tout ce qu'on vient de dire en quoi consiste notre travail, c'est un peu l'objectif de dire que c'est pas un travail juste comme ça, mais que c'est un vrai travail. Et je crois que le slogan qui a été repris de manière assez vraiment aussi nationale, c'est on n'est pas vos pions, on est autre chose que des pions et que des bouche-trous, etc. Et de considérer ça comme un travail à part entière, et que c'est aussi déstabilisant et quelque chose, où on n'est vraiment pas pris en considération quand, de fait, après 6 ans de travail auprès des élèves, on s'arrête et on n'a aucune valorisation et aucune possibilité de poursuivre, que à la fois les élèves et nous, on est juste coupés dans une dynamique et voilà un poste, je pense, un travail dans lequel on peut se reconnaître. Voilà, Après, ça a été vraiment chouette aussi de voir que justement, on a quand même commencé à se mobiliser depuis 1 ou 2 ans, et que ça a quand même payé, étant donné que et la prime REP et la stabilisation ont été adoptées, et que c'est quand même pas rien. Nous, on a aussi revendiqué je sais qu'il y a pendant les moments où on s'est retrouvés aussi dans des AG, ça a été le moment où on a pu partager les expériences, et que chacun a essayé aussi de mobiliser dans ses vies scolaires par rapport chacun à aux conditions spéciales dans lesquelles on était, et que par exemple on sait que nous, notre vie scolaire, on a été dans des préfabriqués, et qu'on est dans des préfabriqués depuis pas mal d'années, et que ça a été jamais entretenu, etc. Et pendant toute l'année dernière, par exemple, le toit a été défoncé, et qu'il pleuvait dans la vie scolaire et sur les ordis, et que ça a été aussi des moments très concrets qui montraient le respect qu'on a de nos conditions de travail et de notre poste, c'est ça. Et c'est aussi des leviers assez c'est assez concret, quoi, de dire non, en fait on peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc ça a été je pense que aussi de manière locale, les gens ont pu mobiliser sur des revendications qui étaient de l'ordre de assez concrètes, quoi. Je sais pas si Lisa, tu penses que je sais pas, t'en penses quoi? Moi je pense qu'il y a pas mal de mobilisations locales et de grèves dont on n'entend pas forcément parler. Enfin moi je suis syndiquée à la Sud Éducation 93, et je fais pas mal je suis mandatée AED du coup je fais pas mal de tournées sur les établissements scolaires et tout, et ce que je vois, c'est quand même des situations, des collectifs de travail dans certains établissements où il y a des choses, mais genre que ça soit d'un point de vue des conditions du matériel, des locaux et des effectifs, etc., c'est une catastrophe. Et on empêche aussi globalement beaucoup les AED de se mobiliser et de faire grève. Là, j'étais en tournée sur un établissement où les AED, elles me disaient que en gros leur direction leur avait explicitement dit si vous faites grève, on vous renouvelle pas, et leur demander de déposer eux-mêmes des préavis pour leur grève, alors que les syndicats en déposent systématiquement. Et c'était la direction qui choisissait si les préavis étaient si le motif des préavis était acceptable ou pas pour une grève. C'est quand même un gros niveau de non-respect du droit du travail assez fou, quoi. Et je pense que la question du statut, elle est centrale, parce que des CDD, en fait, c'est renouvelable, c'est des CDD d'1 an la plupart du temps, voire de 6 mois parfois, notamment pour les personnes qui ne sont pas françaises. Alors que ça pourrait être des CDD de 3 ans. Les chefs d'établissement, ils mettent jamais des CDD de 3 ans, parce que c'est eux qui choisissent à la fin de l'année si ils renouvellent ou pas les AED. Et ça joue énormément sur les possibilités de mobilisation. Moi, ça fait 2 fois que je me fais non renouveler parce que j'ai fait grève, ou que je me suis trop mobilisée avec mes collègues. Je sais pas trop. On m'a jamais donné ces raisons-là, mais voilà.
Et il y a aussi, en fait, le fait d'être dans des contrats précaires, en fait, ça expose aussi à tout un tas de choses, typiquement, de violence, que ce soit dans la sphère professionnelle, donc de harcèlement sexuel, par exemple, où ça va être plus difficile de le dénoncer quand on est dans une situation de précarité, notamment quand c'est du harcèlement sexuel c'est ton supérieur, en fait, qui te harcèle sexuellement. Et dans la sphère privée aussi, parce que forcément, si t'es en CDD, c'est beaucoup plus difficile de te casser dans une relation, quand t'es dans une relation violente ou quoi. Donc la précarité du statut, elle est hyper problématique en fait à plein de niveaux. Ouais, et justement, je voulais revenir là-dessus. J'imagine aussi que le fait de ne pas pouvoir être AED plus de 6 ans, ça fait que ça ne permet pas de se construire une vraie expérience, une vraie légitimité, ou de pouvoir construire, même en tant que syndiqué, d'avoir une vraie expérience pour créer un vrai rapport de force. Et oui, on se demandait du coup quel soutien... Peut-être, du coup, tu parlais de ta hiérarchie, que ça pouvait être compliqué des fois, mais est-ce qu'il y a quand même des soutiens qui sont mis en place avec d'autres membres de l'éducation nationale, je sais pas, les profs, les CPE, est-ce que vous arrivez à faire des ponts entre ces luttes-là, parce que vous avez des objectifs qui se recoupent quand même, des moyens pour l'éducation, pour le service public, pour tous les salariés. Est-ce que du coup vous arrivez à construire des luttes ensemble ou du coup pas du tout Tu veux parler de ça? Je sais que par exemple nous pour la question des retraites, ça avait été un moment assez de cohésion dans le collège qui a fait aussi que ça a cassé un peu les barrières entre la hiérarchie qui est assez automatique entre les AED et les profs et les autres agents, et que ça a été un moment où de fait pendant 2 mois on connaissait tout le personnel et on a pu être un peu d'égal à égal, et on a été aussi la vie scolaire un assez bon levier pour mobiliser, et que nous on était quasiment toujours fermés et que ça a permis aussi d'avoir aussi une légitimité avec les profs, et que ça a donné une bonne cohésion aussi de manière générale sur le collège. Et je sais que c'est pas du tout que c'est pas du tout souvent c'est assez difficile justement, et qu'en fait les AED sont quand même de manière générale assez isolés dans les collèges, et que c'est notamment sur ça le gros travail qu'il y a à faire, c'est de faire de la cohésion et de trouver des liens entre les vies scolaires qui sont elles-mêmes très isolées au sein des établissements, quoi. Et que très souvent les personnes ne parlent pas du tout entre eux, que la salle des profs, qui est normalement un lieu où il y a pas mal d'échanges, notamment sur les questions syndicales, etc. C'est déjà pour beaucoup de collègues un combat de réussir, par exemple, à participer à l'HIS, qui est l'heure d'info syndicale, à laquelle normalement tout personnel qui est dans le collège doit et peut assister. Et ça, c'est un premier combat pour essayer d'être présent, qu'au moins une personne de la vie scolaire soit présente. Et c'est pas le lien, il se fait pas de manière assez, très très automatique, quoi. Et que c'est souvent quand même dans les moments de lutte qui font que là, comme ça a pu être le mouvement des retraites, que les liens sont plus faciles, parce que sinon c'est vraiment difficile. Sachant que là, un des combats sur lequel ça a été un peu plus possible, c'est notamment avec les AESH, qui font aussi un gros travail de leur côté. Et peut-être que ça, Lisa, tu peux poursuivre là-dessus, mais... Sur les AESH, c'est vrai qu'il y a une lutte, en gros, il y a eu la mise en place des PIAL récemment. C'est des espèces de zones en fait où les AESH, elles sont affectées, à la place d'être affectées sur un établissement ou une école, elles sont affectées sur une zone, et du coup elles se retrouvent à devoir se déplacer et à suivre beaucoup plus d'élèves, et dans des conditions complètement dégradées, etc. Et du coup ça fait super longtemps qu'elles sont en lutte par rapport à ça. Et après, je crois que ça dépend un peu des départements, mais dans le 93, on les a convoqués, de manière complètement. On leur a dit, vous venez avec un stylo pour signer des avenants à vos contrats, sous prétexte d'une fausse revalorisation salariale. Je sais plus combien c'est la revalorisation salariale, mais ça doit être un truc genre 14 € par mois, un truc ridicule, Ouais. Vraiment.
Et du coup, elles ont fait beaucoup de grèves. Je crois pas que ça a été beaucoup suivi par les profs. Enfin, je sais qu'au sein du syndicat, clairement, on en parle un peu. Mais c'est pareil, comme il n'y a pas beaucoup d'AESH syndiqués, qu'il n'y a pas beaucoup d'AED syndiqués, qu'il y a moins de profs contractuels syndiqués, qu'il n'y a pas beaucoup d'agents syndiqués, en fait, c'est aussi des questions qui sont un peu laissées à la marge ou qui sont considérées comme des questions annexes. Et comme le droit du travail aussi devient hyper différent pour toutes les catégories de personnel, qu'à l'intérieur des catégories, il y a des statuts qui vont être différents, en fait, ça multiplie les champs d'action et ça demande une énergie un peu énorme de se former sur tout. Et ça explique aussi, toute cette segmentarisation du travail, du travail même dans le public, en fait, elle rend les luttes vraiment compliquées, quoi. Et les liens entre les personnels vraiment compliqués. Et je pense que pour les AED, il y a vraiment tout qui est fait pour qu'il n'y ait pas d'organisation avec les profs. Enfin, en fait, la salle, on dit salle des profs, on dit pas salle des personnels. Les AED, on n'a pas des temps de pause communs avec les profs, donc déjà on a des pauses de 30 minutes. Et du coup, c'est compliqué de se mobiliser avec d'autres catégories, quoi. On va faire une petite pause et puis on se retrouve juste après. C'était Pelada Habla tu Verdad. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 dans l'émission Mode d'emploi avec les féministes révolutionnaires pour parler des mobilisations des AED. Donc on remballe pour un nouveau quinquennat Macron. Avec grande joie. Donc ces deux grands chantiers, c'est la santé et l'éducation, comme il aime à le dire. Il y a eu un Grenelle de l'éducation qui a eu lieu récemment. Fin mai 2021, Blanquer a annoncé les grandes mesures qui en sont sorties, qui sont censées être mises en application à partir de janvier 2022. Et une des mesures concerne notamment la revalorisation salariale. Donc on en a un peu parlé. Tout ça grâce à un plan de 700 millions d'euros. Concrètement, quelles mesures sont sorties de ce Grenelle de l'éducation ? Enfin, qu'est-ce que vous faites comme critique de ce qui s'est passé ? Je sais pas, Lisa, par téléphone, si tu veux nous en dire deux mots. Alors j'avoue que nous, le Grenelle de l'éducation, on n'a pas trop vu. De manière générale, de toute façon, on est un peu méfiant sur quoi qui se passe et que depuis le début du quinquennat, ce sera jamais forcément en notre faveur. Et que les 700 millions d'euros, je sais pas où ils sont passés, mais ils sont pas passés par chez nous. Sachant que nous, juste pendant le Covid, on a eu parfois une aide pour avoir un demi-poste d'AED en plus. Par-ci par-là, il y a eu une espèce de bourse d'AED qui était un peu possiblement dispatchée par-ci par-là dans les établissements, mais c'est pas des choses qui ont été qui sont aussi pérennes. Sur la hausse des salaires, c'est aussi quelque chose que des jeunes du point d'indice demandent depuis des décennies, qui est aussi qui est toujours pas arrivé, quoi. Voilà, je sais pas dans quelle mesure ce Grenelle de l'éducation, voilà. J'y vois pas trop une porte de sortie, quoi. Ouais, j'ai pas trop suivi non plus tout ça sur le Grenelle de l'éducation, mais je sais que par exemple la prime REP, le Conseil d'État force l'État à nous la verser, mais il y a quelques mois, quand il y a des députés qui ont demandé à l'Assemblée nationale, à Blanquer, de verser la prime REP aux AED, en fait ça a été refusé parce que ça a enlevé du budget à l'enseignement privé, en fait. Donc c'est quand même assez fou que en fait on nous refuse cette prime pour financer l'enseignement privé. Donc j'ai pas trop d'espoir non plus quant au Grenelle de l'éducation. Et sachant que là il y a quand même eu donc voilà la prime REC qui est finalement
qu'on a décroché et la civilisation au bout de 6 mois qui a été adoptée finalement par le Conseil d'État, mais qu'on attend toujours parce que elle a toujours pas été. On attend un décret d'application qui est toujours pas tombé et ça c'est depuis je sais plus. Normalement ça devait être fait en mars ou en février. Je crois que c'était le 24 février que ça devait tomber et on attend toujours et qu'en fait les syndicats sont quand même de manière générale toujours en train de repousser pour savoir comment ça se fait que c'est pas encore tombé et que c'est quand même un combat qu'il faut mener de longue haleine et que c'est vraiment pas encore gagné parce qu'il donne rien quoi et qu'il faut être juste derrière eux tout le temps. Ok, et en dernière question, on se demandait si vous aviez des exemples ou d'autres modèles de systèmes de vie scolaire dans d'autres pays qui peuvent nous apporter des pistes d'un système éducatif qui serait plus respectueux et de ses élèves et de son personnel. Alors, du coup, je sais pas si ça marche mieux en Italie, mais dans le cadre de mon mémoire, j'ai fait un entretien avec une AED du coup qui a grandi en Italie et qui me racontait que là-bas il n'y avait pas du tout d'AED de vie scolaire en fait parce que comme les cours finissaient à 13h, en fait, globalement, les élèves étaient toujours en cours jusqu'à 13h ou circulaient dans l'établissement pendant les mini-pauses, etc. Mais que ça, c'était les professeurs qui prenaient en charge plus ou moins la surveillance, mais de loin. Et elle me disait aussi que le fait que les cours finissent à 13h, en fait, les élèves, l'après-midi, étaient libres. Donc, s'ils voulaient faire des bêtises, ils avaient l'après-midi pour les faire à l'extérieur de l'établissement. Et après, je sais pas du tout... Enfin, elle me disait... elle-même qu'elle savait pas du tout si elle pensait que c'était mieux ou pas et elle trouvait ça intéressant aussi qu'il y ait cette idée de vie scolaire dans un établissement mais voilà ça peut être des pistes. Lisa, t'as quelque chose? Alors moi j'ai un peu plus la version j'ai travaillé en Allemagne comme assistante de langue pour le coup et de fait c'était dans les écoles il n'y avait pas du tout le concept de vie scolaire n'existait pas. Ce qui fait que d'une part c'était comme tu disais aussi le travail incombé aux profs qui devaient faire ça, ce qui n'est pas non plus une bonne alternative, à savoir que si quand un professeur est absent, c'est un autre professeur qui est censé le remplacer par exemple, ce qui serait et on n'est pas les professeurs sont pas plus payés, ce qui serait aussi en France inimaginable mais un peu dans la lignée de ce que Macron annonce dans les profs sont payés plus si au moins je sais plus exactement la formule qu'il a dit mais s'il donne les moyens de ça donc un truc encore au mérite et au travail un peu démesuré mais donc c'était les profs qui se prenaient en charge un peu tout ce travail là qui est pas forcément quelque chose d'enviable, mais il y a quand même un peu une réflexion sur à quel point nous on donne aucune marge de manœuvre aux élèves non plus quoi. Ça veut dire que les élèves ils sont jamais censés être tout seuls, que dans les couloirs partout quand ils mangent on est toujours derrière eux et qu'il n'y a jamais un minimum d'autonomie qui leur est donné. Je sais pas trop comment peut-être dans les lycées c'est un peu différent mais les collèges on est toujours censé être derrière eux. Et je pense qu'une des choses aussi, des fois, où on essaye de retravailler ça, mais je sais qu'aussi Sud propose aussi un peu des formations pour essayer de travailler une autre pédagogie sur peut-être aussi faire des conseils d'élèves, plus travailler sur des médiations qui sont faites par les élèves eux-mêmes et d'un peu plus donner de responsabilité aux enfants que continuer à les fliquer tout le temps parce que c'est un peu le cas quoi. On essaye de pas dire que c'est ça mais parfois on se sent un peu comme des flics quoi. Et même si c'est un peu ambivalent parce qu'on demande aussi plus de moyens pour avoir aussi beaucoup plus d'outils à leur offrir que ce soit pédagogique ou psychologique aussi. On voudrait aussi plus de personnes qui soient derrière eux pour plus d'écoute, des infirmiers scolaires, des assistants scolaires et des psychologues scolaires qui soient vraiment là. Donc c'est à la fois un enjeu entre leur donner plus d'autonomie et plus de marge de mesure, eux-mêmes créer un peu leurs propres outils, quoi. Et puis plus de cadres pour les soutenir là-dedans, quoi.
Ok, merci beaucoup. On va devoir conclure cette émission. On vous invite donc à nous suivre, les féministes révolutionnaires, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Lisa et à Lisa, ainsi qu'aux camarades à la technique et à Ludo et à Gilles. Alors, une spéciale dédicace à notre camarade Chiara, qui passe actuellement une super soirée d'anniversaire dans la régie de Radio FPP. Joyeux anniversaire, Chiara. Joyeux anniversaire, Chiara. Et on vous quitte avec le dernier morceau de Shai. À bientôt sur Radio FFP. Ça fait longtemps après ça.